Mother Earth naît, Most meurt. La nouvelle exaltante de la révolution russe d'octobre 1905 nous porta au comble de l'enthousiasme. La cascade d'événements stupéfiants survenus depuis le massacre devant le palais d'hiver nous avait maintenus, nous qui demeurions dans la lointaine Amérique, dans un état de tension permanente. Kalaïev et Balmachov, membres de l'organisation de combat du Parti socialiste révolutionnaire, avaient assigné Sipiagine et le grand-duc Serge pour venger le massacre du 22 janvier. Note de bas de page. Stéphane Balmachov assassina le ministre de l'Intérieur Sipiagine le 2 avril 1902 et il fut exécuté le 3 mai de la même année. C'était donc uniquement Ivan Kalaïev qui vengea les massacres de 1905 en tuant le grand-duc Serge le 17 février 1905. À la suite de ces actes, une grève générale d'un bout à l'autre de la Russie avait suscité la participation de pans entiers de la population, représentant toutes les couches sociales. Même les prostituées, les êtres humains les plus vilipendés et avilis, avaient fait cause commune avec les masses en se joignant à la grève. L'agitation dans ce pays, écrasé par le tsar, avait finalement atteint son apogée. Les forces sociales contenues et les souffrances accumulées au sein du peuple avaient rompu la digue et s'étaient enfin manifestées dans le raz-de-marée révolutionnaire qui déferlait sur notre bien-aimé Matushka Rossiya, en russe dans le texte, qui veut dire mère Russie. L'East Side, radical, vivait en plein délire, consacrant l'essentiel de son temps à des meetings monstres et débattant de ces questions au café, si bien qu'il oublia les différents politiques et poussé par les glorieux événements qui se déroulaient dans la patrie, noua d'étroites relations de camaraderie. Au plus fort de ces bouleversements, Orlenev et sa troupe se produisirent au petit théâtre de la 3e rue. Personne ne se souciait de la laideur de l'endroit, de son acoustique effroyablement mauvaise, de la scène étroite qui empêchait toute mobilité, des décors atrocement mal peints et des accessoires incongrus empruntés à une douzaine d'amis différents. Nous étions trop remplis de la Russie nouvelle, trop émus à l'idée que ces grands artistes allaient représenter pour nous les rêves de la vie. À l'instant où le rideau se leva enfin, le public éclata d'une joie immense qui roula dans un tel coup de tonnerre jusqu'aux comédiens. Elle les porta à des sommets d'expression artistique dépassant de loin tout ce qu'ils avaient joué jusqu'alors. Le petit théâtre devint une oasis de l'art dramatique new-yorkais. Des centaines d'Américains assistèrent aux représentations, et s'ils ne comprenaient pas la langue de la troupe d'Orlenev, ils furent néanmoins transportés par sa magie. Le dimanche soir, la salle était réservée aux professionnels et regorgeait de directeurs de théâtre et d'hommes et femmes de scène. Les invités habituels comptaient Etchell Barrymore et son frère John, Grace George, Minnie Madian Fisk et son mari, Harrison Gray Fisk, Ben Gritt, Margaret Englin, Henry Miller et des dizaines d'autres, ainsi que l'ensemble des écrivains et critiques de la ville, Mademoiselle Smith. En sa qualité de manager, d'Orlenev, les recevait, les emmenait dans les coulisses voir l'idole, et, tout en se gardant de le faire pour certaines de ses réponses, traduisait les compliments qu'il lui adressait. Lors d'une réception de fin de soirée donnée en honneur d'Orlenev et de Madame Nassimova par un directeur de théâtre très en vue, l'hôte commença à poser à Orlenev des questions plutôt bizarres. Pourquoi inclinez-vous la tête de cette manière étrange la première fois que vous entrez en scène dans le rôle d'Oswald? Ne pensez-vous pas que l'effet serait plus réussi si vous pouviez réduire le bavardage de ce type dans Crime et Châtiment, en français dans le texte? Ne gagneriez-vous pas plus d'argent en jouant des pièces qui finissent bien? Je traduisis toutes ces questions en même temps. Dis-lui que c'est un imbécile, cria Orlenev, fronçant les sourcils de colère. Dis-lui qu'il serait mieux en ramoneur qu'en directeur de théâtre. Dis-lui d'aller au diable. Il lâcha un déluge de jargon russe trop salé pour de respectables oreilles anglo-saxonnes. Nasimov se crispa sur son siège et parla en français, feignant de ne rien entendre. Mais, me regardant à la dérobée de ses grands yeux d'inclés, j'usai d'une certaine diplomatie, entre guillemets, pour traduire l'emportement d'Orlenev. La révolution russe avait à peine commencé à fleurir qu'elle fut renvoyée brutalement dans les ténèbres et noyée dans le sang du peuple héroïque. La terreur cosaque régna dans tout le pays. La torture, la prison et la pentance accomplirent leur travail mortifère. Nos espoirs radieux se transformaient en un sombre désespoir. L'East Side tout entier ressentit intensément la tragédie que vivaient les masses écrasées. De nombreux foyers juifs en Amérique pleuraient et se lamentaient lorsque les massacres juifs reprirent en Russie.
Même des Russes et des Juifs progressistes se retournèrent, de déception et d'amertume, contre tout ce qui était russe, provoquant une baisse de fréquentation du petit théâtre. Ce fut alors que surgirent de quelques recoins obscurs et visqueux d'abominables bruits selon lequel Orlenev avait dans sa troupe des éléments des sangs noirs, mouvement regroupant les persécuteurs de juifs en Russie. Un véritable boycott s'ensuivit. Plus aucun magasin, restaurant ou café juif n'acceptait affiches ni publicité pour les pièces de théâtre russes. La presse radicale protesta avec véhémence contre ces rumeurs totalement infondées, mais en vain. Orlenev eut le cœur brisé par ces accusations malveillantes. Il s'était donné corps et âme au rôle de Nachman, le héros des Juifs en français dans le texte, et avait plaidé en faveur de la cause russe. Il était au bord de la ruine, les créanciers le pressaient de toutes parts, et les représentations rapportaient à peine de quoi payer le loyer. Orlenev m'avait parlé un jour d'une représentation d'honneur en faveur de Madame Nazimova, et de lui-même, organisée à Londres par Beerbohm Tree. Les hommes et les femmes les plus illustres de la scène britannique y avaient assisté, lui assurant un succès éclatant. L'idée me vint que nous pourrions entreprendre le même type de projet à New York. Il permettrait de collecter des fonds qui faisaient cruellement défaut et aiderait peut-être à calmer la situation dans l'East Side. Car je savais de par mon expérience quel effet l'opinion américaine produisait sur les immigrés de ma race. Petite parenthèse personnelle, le mot race est encore très utilisé aujourd'hui aux États-Unis, donc ça n'est pas étonnant de l'entendre employé à l'époque, il y a plus de 100 ans aux États-Unis, même si c'était toujours péjoratif bien sûr. J'accompagnais Orlenev chez Arthur Hornblown, rédacteur en chef du Theater Magazines, en anglais dans le texte, qui avait réitéré son admiration pour la troupe russe. Madame Hornblow connaissait la véritable identité de Mademoiselle Smith, et s'était toujours montré parfaitement charmant vis-à-vis de cette dangereuse créature. Monsieur Hornblow nous réserva un accueil royal. L'idée d'une représentation d'honneur lui plaisait, et il proposa que tous trois, nous allions voir Harrison Gray Fiske, locataire du Manhattan Theatre et manager efficace de Madame Fiske. Madame Fiske manifesta immédiatement son intérêt. Il nous fournirait toute l'aide dont nous aurions besoin et déciderait son épouse à y participer. Cependant, il ne pourra pas nous proposer son théâtre qui avait été frappé d'un arrêté de péril par les services d'urbanisme et serait prochainement démoli. L'entretien terminé, Monsieur Hornblow nous demanda de l'attendre dans le couloir, qu'il avait quelque chose à dire en privé à Monsieur Fiske. Peu après, ce dernier sortit de son bureau et, me tenant par les épaules, s'écria « Emma Goldman, n'avez-vous pas honte de vous présenter sous un nom d'emprunt ? N'êtes-vous pas au courant que Madame Fiske et moi-même sommes continuellement dénoncés comme rebelles et fauteurs de troubles parce que nous faisons connaître des pièces modernes et refusons de plier les chines devant le cartel du théâtre ? Mademoiselle Smith, vraiment, qui diable est cette Mademoiselle Smith ? Emma Goldman, voilà qui c'est. Maintenant topez-la et ne doutez plus jamais de moi. » Il y eut aussi d'autres aides et encouragements. 4 matinées au Criterion Theatre et 2 engagements hors de la ville. Une semaine à Boston et 15 à Chicago redonnèrent vie à la troupe russe. Les matinées purent se réaliser grâce à un groupe d'admiratrices américaines d'Orlenev, dont les plus actives furent Ethel Barrymore et 2 dames de la haute société cousines du président Roosevelt. Pour réussir à concrétiser les engagements de Boston et de Chicago, il fallut une correspondance considérable. Quand tout fut prêt, Orlenev insista pour que j'accompagne la troupe. À Boston, ce fut le 20th Century Club qui soutint le plus assidûment Orlenev et Nazimova. À l'occasion des différentes réceptions que le club donna en leur honneur, je fis de nombreuses rencontres. Le professeur Leo Wiener et d'autres hommes de Harvard. Madame Hall Bull, qui contribua activement au succès de la troupe. Monsieur Nathan Haskell Dole, traducteur d'ouvrages russes. Le docteur Konnikov et des dizaines d'autres éminents bostoniens. À Chicago, l'expérience se révéla beaucoup plus gratifiante. Les milieux qui soutenaient le projet, entre autres les radicaux juifs et russes, aidèrent, soirée après soirée, à remplir le Studebaker Theater. Malgré mes nombreuses activités, j'ai réussi à plusieurs reprises à m'esquiver pour donner des conférences organisées par mes camarades. Ma double, entre guillemets, vie avait choqué plus d'un puritain, mais je la menais plutôt hardiment. Bien qu'habitué à me défaire de la peau de Mademoiselle Smith pour endosser la mienne, le mécanisme s'enraya à diverses occasions. La première fois, Orlenev et son actrice principale étaient conviés au domicile du baron von Schliepenbach, consul de Russie. J'informai Orlenev qu'Emma Goldman, sous quelque forme qu'elle apparut, ne pourrait se sentir à l'aise même par égard pour lui, sous le toit d'un agent représentant le boucher impérial russe. Il y eut aussi l'affaire liée à Hull House. Jane Addams m'avait rencontré sous le nom d'E.J. Smith, lorsqu'elle s'était déplacée pour réserver des places au guichet de Studebaker Theatre.
Ce n'était qu'une simple transaction commerciale en terrain neutre qui n'exigeait aucune précision quant à ma véritable identité. En revanche, venir la voir dans son intimité sous un nom d'emprunt, elle qui était censée défendre des idées sociales avancées, me semblait constituer un avantage injuste et me déplaisait. J'appelai donc mademoiselle Adams pour lui dire que mademoiselle Smith ne pouvait participer à sa réception pour Orléans, mais qu'Emma Goldman y assisterait, à condition d'être la bienvenue. À l'entendre retenir son souffle, je compris que cette révélation avait été un peu trop brutale. Lorsque je racontai l'incident à Orléans, il se mit très en colère. Il savait que Jane Addams avait prodigué maints petits soins à Kropotkin lors de sa visite à Chicago, qu'elle avait accroché sur tous les murs des œuvres paysannes russes et qu'elle et ses assistantes s'étaient vêtues de costumes traditionnels. Comment pouvait-elle alors s'élever contre moi, se demandait-il. Je lui expliquai que Pierre, qui détestait tout étalage quel qu'il soit, était assurément étranger à la russification du Hull House, et qu'il se trouvait, de plus, que mademoiselle Adams ne me tenait pas pour une princesse. Mes Russes bénéficièrent d'autres réceptions encore, l'une à l'université et l'autre au domicile de madame Elsie Conley Ward. J'assistais à l'une et à l'autre sous la plus anodine de mes identités. La demeure de madame Ward était un véritable palais situé sur les rives du lac. La foule était importante, venue plus par curiosité que par réel intérêt. Notre hôtesse était, quant à elle, sans prétention et parfaitement charmante. Toutefois, c'est sa mère, une adorable dame de 80 ans et d'allure distinguée, qui gagna mon cœur. Elle nous divertit en narrant, en toute simplicité, ses exploits au sein du mouvement abolitionniste et dans le combat naissant pour l'émancipation de la femme. La rougeur de son visage et ses yeux brillants témoignaient de l'esprit rebelle qu'elle avait conservé de sa jeunesse. Je me sentais donc particulièrement mal à l'aise de m'être introduite subrepticement en sa bienveillante présence, sous un faux nom. Le lendemain, je lui écrivis ainsi qu'à sa fille pour leur demander pardon de ma duperie et pour leur expliquer pourquoi je devais vivre et travailler sous pseudonyme. Je suis en retour 2 belles lettres dans lesquelles elles affirmaient avoir bien compris que c'était Emma Goldman qui avait honoré leur maison. Ce fut le début d'une relation qui dura de nombreuses années. À notre retour à New York, Orléans m'informa de son souhait de rester en Amérique pendant plusieurs saisons si l'on parvenait à lever un fonds de garantie. Je présentai l'idée à un certain nombre de personnes qui m'intéressaient à la troupe russe. Au bout de plusieurs conférences, un total de 16 000 $ fut réuni, ainsi que des engagements à contribuer davantage. On émit l'idée que Charles Frohman devienne le manager d'Orléans, ce qui provoqua l'indignation de ce dernier. Il déclara que jamais il ne s'était courbé sous ce type de joug en Russie et qu'il était encore moins disposé à le faire en Amérique. Il ne reconnaîtrait qu'un seul manager, Mademoiselle Emma, entre guillemets. Il savait que jamais je ne tenterais de m'immiscer, comme les managers ordinaires avaient le coutume de le faire, dans le choix de ses pièces ou dans la manière de les jouer. La déception d'Orléans devant cette détermination du comité de remplacer son manager ainsi que la décision de Madame Nazimova de rester en Amérique et de se préparer à la scène théâtrale en langue anglaise provoquèrent chez lui un grand découragement. Il était à ce point résolu à quitter le pays qu'il refusa de poursuivre notre projet de représentation d'honneur. Le temps que dura notre collaboration, Orléans avait plus d'une fois insisté pour que j'accepte un salaire. Sa maigre trésorerie n'avait jamais permis une telle dépense supplémentaire. Il avait d'ailleurs toujours tenu à ce que la compagnie soit rémunérée en premier, au risque pour Nazimova et lui-même de manquer de ressources. Le peu qui leur revenait n'était obtenu que grâce à l'ingéniosité de Nazimova. À partir de rien, ou presque, et aidé par son unique servante russe, Alla Nazimova, parvint à créer tous les costumes, les siens comme ceux de la troupe tout entière. Ainsi, elle avait confectionné pour Tsar Fedor, en français dans le texte je crois, l'ensemble des robes de cour, véritablement somptueuses et colorées. Néanmoins, aussi faibles qu'aient été les bénéfices, Orléans avait toujours voulu que j'en ai une part. Gagnant ma vie par ailleurs et ne supportant pas l'idée d'alourdir leur fardeau, j'avais refusé. Orléans m'avait demandé un jour ce que j'aurais aimé faire si j'avais de l'argent. À l'époque, je lui avais répondu que mon souhait serait de publier une revue qui associerait mes idées sociales aux jeunes expérimentations dans les différents domaines artistiques en Amérique. Max et moi avions souvent discuté d'un tel projet dont la nécessité ne faisait aucun doute. Nous avions longtemps chéri ce rêve qui paraissait pourtant sans espoir. Puisque Orléans abordait de nouveau le sujet, je lui présentai mon projet. Il me proposa de donner une représentation exceptionnelle à cet effet et promit de voir avec Nazimova la possibilité de jouer Mademoiselle Julie, en français dans le texte, de Strindberg, une pièce qu'elle avait toujours voulu monter avec lui. Il précisa que le rôle de Jean ne lui disait pas grand-chose, mais ajouta: « Tu as fait tellement pour moi, je montrerai la pièce. »
Orlenef fixa sans tarder une date pour leur représentation. Nous louâmes le Berkeley Theatre, imprimâmes affiches et billets, et avec l'aide de Stella et d'une poignée de jeunes camarades, nous entreprîmes de remplir la salle. Nous organisâmes en même temps une réunion au 210 East 13th Street et y conviâmes toutes les personnes que nous savions intéressées par le projet de la revue que nous avions en tête. Edwin Bjorkman, traducteur de Strindberg, ami de Mali Hicks, Sadakishi Hartman, John R. Coriel et certains de nos camarades. Quand nos amis prirent congé cette nuit-là, l'enfant à naître avait non seulement un nom, The Open Road, en anglais dans le texte, mais aussi des parents adoptifs et une foule de gens tout prêts à s'en occuper. J'étais transporté de joie. Enfin, le travail préparatoire que j'avais mené pendant tant d'années, pendant des années, était sur le point de prendre forme. Je n'aurais plus seulement la parole comme moyen d'expression au mieux éphémère, ni la tribune comme seul lieu où me sentir chez moi. La pensée était imprimée, aux effets plus durables, offrirait un espace d'expression aux jeunes idéalistes dans les domaines artistiques et littéraires. Ils s'exprimeraient dans The Open Road, en anglais dans le texte, sans craindre la censure. Pourrait voyager avec nous sur cette route ouverte, entre guillemets, quiconque rêvait d'échapper aux carcans rigides, aux préjugés politiques et sociaux et aux exigences morales mesquines. En plein milieu des répétitions de Mademoiselle Julie, toujours en français dans le texte, une horde de créanciers sautèrent sur Orlenef. Ils intervinrent pour le faire arrêter pour fermer le théâtre. Je dus abandonner mon travail afin de trouver des garants prêts à verser la caution judiciaire et quelqu'un pour payer son loyer. Ces affaires réglées, et une fois libéré, Orlenef était trop bouleversé par l'expérience pour poursuivre les répétitions. Il ne restait plus que 2 semaines avant la première, et je savais qu'il ne monterait pas sur scène tant qu'il n'aurait pas totalement maîtrisé son rôle. Pour calmer sa détresse, je suggérais de donner une autre pièce dans laquelle il avait déjà joué. Nous nous mîmes d'accord sur Les Revenants, en français dans le texte, dont le personnage d'Oswald était l'une des plus grandes créations d'Orlenef. Malheureusement, les amateurs de théâtre n'aimaient pas voir une énième fois la même pièce. À l'annonce du changement de programme, de nombreuses personnes demandèrent qu'on les rembourse. Elles voulaient voir Mademoiselle Julie et rien d'autre. Nous aurions eu beaucoup de monde malgré tout si le soir de la représentation, les dieux n'avaient pas choisi de déverser sur la terre des torrents de pluie. Le millier de dollars, ou plus, que nous avions escompté gagner se réduit à 250, un piètre capital pour lancer une revue. Notre déception fut grande, mais nous refusâmes de renoncer pour autant. Nos ressources suffirent pour faire paraître le premier numéro que nous décidâmes de sortir en mars, mois historiquement révolutionnaire. Existait-il une autre publication indépendante ayant disposé de plus à ses débuts ? Parallèlement, nous diffusâmes largement un appel auprès de nos amis. Une des réponses, en provenance de l'État du Colorado, affichait pour en tête The Open Road. Elle menaçait de nous poursuivre en justice pour atteindre tous 3 d'auteurs. À coup sûr, ce pauvre Walt Whitman se serait retourné dans sa tombe en apprenant que quelqu'un avait osé déposer le titre de son grand poème. Il n'en restait pas moins que nous étions condamnés à rebaptiser notre bébé. Des amis nous envoyèrent des propositions, mais aucun titre ne correspondait à ce que nous voulions. Lors d'une visite dominicale à la petite ferme, Max et moi partîmes nous promener en buggy. Ce n'était que début février, mais les odeurs du printemps parfumaient déjà l'air. La terre commençait à se dégager de l'étau hivernal et quelques taches de verdure pointaient, signe de la vie qui germait dans les entrailles de la terre. Mother Earth, pensais-je. Voilà le nom de notre bébé, la nourricière de l'homme, cet homme libéré et accédant sans encombre à la terre libre. Ce titre retentissait à mes oreilles comme un chant antique oublié. Le lendemain, nous repartîmes à New York préparer la copie pour le premier numéro de la revue. Comportant 64 pages, elle parut le 1er mars 1906 sous le nom de Mother Earth, en anglais dans le texte. Pavel Orlenef repartit en bateau pour la Russie peu de temps après en laissant toute une partie de lui-même dans nos cœurs. À nous, qui nous étions réjouis de son génie. Je trouvais dorénavant banal et vulgaire le théâtre américain et ce qui passait dans le pays pour de l'art dramatique. Cependant, j'avais du pain sur la planche, inédit, fascinant et prenant. Une fois Mother Earth, toujours en anglais dans le texte, sorti des presses et envoyé à nos abonnés, je confiai mon Je confiai mon salon au bon soin d'une remplaçante et partis en tournée avec Max. Nous réunîmes un public nombreux dans les villes de Toronto, Cleveland et Buffalo. Dans cette dernière, où je n'étais pas allé depuis 1901, la police était toujours hantée par le fantôme de Solgoz. Présente en force, elle ordonna que seul l'anglais soit parlé. Max ne put donc prononcer son discours, mais pour ma part, je refusai de laisser passer l'occasion sans en profiter pour présenter mes respects aux policiers. Le deuxième meeting, le lendemain soir, fut interdit avant même que nous ayons atteint la salle. Nous étions toujours à Buffalo quand nous apprîmes le décès de Johann Most.
Il avait lutté jusqu'à son dernier souffle pour son idéal quand la mort le faucha à Cincinnati au milieu d'une tournée de conférences. Max avait aimé Most avec dévotion, et le coup fut vraiment terrible pour lui. Quant à moi, mes premiers sentiments pour Hans revinrent me tarauder, comme si le violent conflit qui nous avait séparés ne s'était jamais produit. Je revis tout ce qu'il m'avait apporté durant ces années et où il m'avait inspiré et éduqué, et je pris conscience de l'absurdité de notre querelle. Ma longue lutte pour trouver mes repères et les décisions et les déceptions que j'avais vécues, les désillusions et les déceptions que j'avais vécues, m'avaient rendu moins impérieuse dans mes exigences vis-à-vis des autres. J'étais plus en mesure de comprendre la vie dure et solitaire de ce rebelle qui avait combattu pour une cause impopulaire. Si j'avais ressenti de l'amertume envers mon vieux professeur, elle avait bien avant sa mort fait place à une profonde compassion. J'avais à plusieurs reprises essayé de lui faire part de cette évolution, mais son attitude intransigeante m'avait convaincu que pour lui, rien n'avait changé. En 1903, au cours d'une réception donnée pour sa libération après une 3e peine de prison de Blackwell Island, je m'étais rapproché de lui pour la première fois depuis de nombreuses années. Ses cheveux avaient blanchi. Il avait toujours un teint vermeil. Et ses yeux brillaient du feu d'antan. Alors qu'il descendait les marches de la tribune et que je l'ai monté pour intervenir, nous nous heurtâmes. Il s'effaça froidement pour me laisser passer sans un mot, sans le moindre signe de reconnaissance. Plus tard dans la journée, je l'aperçus entouré d'une foule de parasites. J'eus envie d'aller vers lui et de le prendre par la main comme autrefois, mais comme son regard glacial me fixait toujours, je me détournai. En 1904, Most donna une représentation des Tisserands, ou Tisserands, donc c'est soit en français soit en anglais dans le texte, je sais pas, de Hauptmann au Thalia Theater. Son interprétation de Baumart révéla un superbe jeu d'acteur qui réveilla les souvenirs de ce qu'il m'avait longuement confié sur son désir ardent de faire du théâtre. Combien sa vie aurait pu être autre s'il avait eu la possibilité de satisfaire cet insatiable désir. La reconnaissance et la gloire au lieu de la haine, de la persécution et de la prison. Les sentiments que j'avais jadis éprouvés pour Most sourdaient dans mon cœur, et j'allais dans les coulisses lui dire combien son jeu avait été magnifique. Il accepta mes éloges, tout comme il le fit pour un tas d'autres qui s'attroupaient autour de lui. De toute évidence, mon geste ne signifiait plus rien à ses yeux. Je le vis pour la dernière fois lors du grand rassemblement à la mémoire de Louise Michel. Elle était morte en février 1905, au cours d'une série de conférences à Marseille. Note de bas de page. En réalité, Louise Michel est morte le 9 janvier 1905. Son décès avait réuni l'ensemble des groupes révolutionnaires de New York pour une manifestation en l'honneur de cette femme merveilleuse. Au même titre qu'Ekaterina Brekhovskaya et qu'Alexander Jonas, Most représentait la vieille garde qui était venue rendre hommage à la combattante et rebelle défunte. Je devais intervenir après lui. Nous restâmes un instant côte à côte sur l'estrade. C'était la première fois depuis des années que nous apparaissions ensemble en public. Et l'assistance témoigna un vif enthousiasme. Most se détourna de moi, ne daignant même pas une salutation, et partit sans autre regard dans ma direction. Désormais, les yeux guerriers étaient morts. La tristesse m'envahit en pensant aux souffrances qui l'avaient rendu aussi implacable et sévère. En revenant à New York, Max et moi apprîmes qu'un meeting à la mémoire de Most était en préparation et qu'il aurait lieu au Grand Central Palace. Nous étions tous deux conviés à prendre la parole. On m'avisa que le fait de m'inviter avait soulevé des protestations chez certains de ses partisans. Sa femme, en particulier, considérait comme un entre guillemets sacrilège qu'Emma Goldman vienne rendre hommage à Johann Most. Je ne souhaitais nullement m'imposer, mais les camarades les plus jeunes dans les rangs allemands et de nombreux anarchistes yiddish insistèrent pour que je prenne la parole. L'après-midi convenu, la salle était pleine de monde. En effet, chaque organisation ouvrière allemande et yiddish y était représentée. Étaient également présentes de nombreuses personnes issues de nos propres rangs et de chacun des groupes anarchistes de langue étrangère. Ce fut un rassemblement imposant, preuve de l'immense reconnaissance portée au génie et à l'esprit de Johann Most. Mon discours fut bref, mais on m'affirma plus tard que mon hommage à mon vieux mentor avait ému jusqu'à mes ennemis du groupe autour de Die Freiheit.